Comment se fait-il qu'en 2 ans, la France soit passée d'un sentiment extrêmement favorable à l'écologie à un sentiment extrêmement mitigé? Là, je prends le problème de haut, puis on va parler du détail. Mais qu'est-ce qui a fait le retournement de l'opinion? Parce que l'opinion s'est retournée. Oui, alors moi je partage pas votre point de vue. C'est une question. Voilà. L'opinion, elle reste tout à fait dans l'engagement écologique. On le voit de toute façon dans tous les chiffres de développement des énergies renouvelables, de la consommation dite durable, la consommation bio, par exemple, ou le produit commerce équitable et autres, qui résistent vraiment au contraire très très bien face à la crise. Donc le fond est là. Après, il faut reconnaître qu'au moment de Copenhague, on avait une forme de consensualisme absolu. Tout était absolument green. Et que là, aujourd'hui, on retourne dans un débat qui est plus classique où il y a des personnes qui expriment leurs doutes, qui expriment leurs oppositions. C'est la faute à Allègre, de la même qu'Allègre dit c'est la faute à Hulot. Quel est le personnage, quel est l'événement en dehors de l'échec de Copenhague qui a fait que les Français se sont retournés? Ou est-ce que ça a été très mal expliqué? Les Français ne se sont pas retournés. Ça, je partage pas. On entend beaucoup plus, effectivement, parler des écolos sceptiques, puisque c'est le mot à la mode, mais on en entend plus parler, mais Allègre a toujours parlé, a toujours émis ses doutes, donc on entend plus parler, c'est tout. Je pense qu'il faut vraiment pas s'en émouvoir, c'est normal que face à quelque chose d'aussi lourd qu'est un changement de société, il faut savoir comment est-ce que dans 30 ans on va vivre avec un pétrole qui sera hors de prix, quelque chose d'aussi lourd suscite des flux et des reflux. Je pense qu'il faut regarder ça avec un regard apaisé et continuer à avancer de toute façon, parce que c'est aujourd'hui qu'on écrit l'avenir de nos enfants. Mais justement, si je vous parlais des Français, c'est parce que c'est pour arriver au président de la République, on a l'impression qu'il a peut-être suivi le même chemin, c'est-à-dire qu'il était tout à fait favorable à tout ça, et que maintenant, je dis pas qu'il est écolo-sceptique, mais après l'affaire de la taxe carbone... Non, mais le président de la République est tout sauf écolo-sceptique. Je veux dire qu'on peut prendre la liste de tous ses prédécesseurs et voir ce qu'ils ont fait. Nous, on est en train de le faire. Voilà. Alors c'est lourd, c'est compliqué. Il y a des compromis. Évidemment qu'il y a des compromis. L'affaire de la taxe carbone, vous n'allez quand même pas me dire que c'est pas un recul. L'affaire de la taxe carbone, on s'est trouvé dans une situation compliquée parce qu'effectivement, après la décision du Conseil constitutionnel, il fallait qu'on trouve des moyens pour traiter les grandes entreprises. On a demandé une dérogation à l'Europe qui ne nous l'a pas accordée. Donc de toute façon, on était vraiment dans une situation difficile. Ensuite, on va avancer au niveau européen pour essayer de régler cette question. Mais vraiment, elle n'est pas enterrée. Elle n'est pas enterrée. De toute façon, le débat continue, puisque à l'échelle européenne, la présidence européenne a dit elle-même qu'elle voulait continuer à avancer sur le sujet, sur l'idée d'avoir une fiscalité carbone dans les pays européens. Donc le sujet continue. Mais d'ailleurs, dans le cadre du Grenelle, si vous lisez bien les engagements du Grenelle, parce qu'il faut revenir un peu aux origines, l'engagement avait été celui de vraiment d'étudier la mise en place de cette contribution énergie-climat, de cette contribution carbone, et on était bien là sur quelque chose dont on connaissait la complexité. Mais alors, comment vous expliquez... mais le président, franchement, comment est-ce que vous croyez qu'on arrive à passer une loi monstrueuse, 250 articles, 283 pages, toute petite en plus, c'est un poème. Comment est-ce que vous croyez qu'on arrive à passer ça? Forcément parce qu'il y croit, c'est énorme. Mais les socialistes disent par la voix de Jean-Marc Ayrault qu'ils vont probablement voter contre, les écologistes sont déçus, Ségolène Royal dit que c'est un recul absolu, et il y a même quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Christian Jacob, qui préside la commission du développement durable à l'Assemblée. Alors lui, il s'en prend à vous, c'est-à-dire qu'il considère qu'on vous voit trop, qu'on vous entend trop. Les socialistes Il fait une grande crise de jalousie, ce cher Christian. Vous savez, les socialistes au Sénat, en première lecture de cette loi Grenelle 2, ont déjà voté contre. Donc c'est pas nouveau. Enfin, on était parti quand même sur un consensus au départ. Mais on est de toute façon dans un jeu politique. Il y a les élections régionales qui sont arrivées entre deux. On se retrouve otage encore de la politique. Donc la girouette, c'est les socialistes qui ont changé de... Jusqu'à présent... C'est pas Sarkozy qui a reculé, c'est les socialistes qui ont changé. Prenez juste les faits. Soyons juste clairs. On prend juste les faits. Qui est-ce qui a voté toujours pour le Grenelle? Que ce soit le Grenelle 1, que ce soit le Grenelle 2, ou toutes les dispositions dans le cadre des lois de finances, toutes les dispositions sur la fiscalité écologique. C'est la majorité. Ils votent toujours pour. Voilà. En commission, on a passé 60 heures en commission. Sur 60 heures en commission, on a passé 30 ensemble. On a avancé sur l'ensemble des sujets. Après, il y a des compromis à trouver, c'est évident. On est dans une démocratie, donc on n'a pas nous la science infuse, mais on a avancé sur le sujet. Ensuite, effectivement, ce qui a fait réagir Christian Jacob, c'est que il y a des déclarations des Verts qui n'arrêtent pas de dire « Sans nous, Madame Jonot ferait rien ». Mais ça, c'est le baiser de la mort, hein. Faut pas se leurrer.
faut pas se leurrer non plus. Mais c'est peut-être aussi une manière de dire que Borloo est un peu en recul, c'est-à-dire qu'on le voit moins sur cette affaire-là. Bah là, écoutez, vous le voyez, il est pas en recul, Jean-Louis, on le voit sur tous les sujets. C'est quand même lui qui a obtenu tous ces compromis, qui a fait avancer cette négociation. Ah. C'est une œuvre collective. On est on est 4 secrétaires d'État plus le ministre d'État. Donc on porte ensemble une loi qui fait 6 titres. C'est probablement l'une des plus grosses de cette législature. De ces dernières 48 heures, Chantal Joanneau, c'est plus la taxe carbone qui fait vraiment problème, c'est plus les émissions de CO2, c'est la bataille des éoliennes. Il y a un nombre considérable. Vous réclamez, si mes renseignements sont précis, 4 500 mâts supplémentaires. Il y a un certain nombre d'amendements qui combattent l'implantation de ces éoliennes. Qu'est-ce que c'est que cette bataille d'éoliennes? Alors là, moi je réclame pas 4 500 mâts supplémentaires. J'ai pas d'action dans l'éolien. Si on veut tenir les objectifs qu'on s'est fixés dans le développement des énergies renouvelables, ces objectifs, c'est que la part des énergies renouvelables dans notre consommation soit de 23% en 2020. Pour l'atteindre, il faudra mettre le curseur au maximum sur toutes les formes d'énergie renouvelable. Donc l'éolien. Donc, effectivement, la biomasse, c'est-à-dire le bois, le photovoltaïque, c'est-à-dire le solaire, et l'éolien. Et pour atteindre l'objectif, il faudra de l'ordre de 4 500 éoliennes supplémentaires en France. Donc c'est un développement qui en fait 600 à 700 par an. Et c'est là que ça bloque, visiblement. Et c'est là qu'il y a un paquet d'amendements qui ont été déposés. L'éolien s'est développé dans un premier temps de manière assez anarchique. Je pense qu'on en est tous conscients. Il y avait des phénomènes spéculatifs sur l'éolien. Donc l'encadrement de l'éolien était de toute façon nécessaire. Après, il faut trouver un équilibre pour être sûr d'atteindre nos objectifs. Et c'est là où effectivement, moi, j'ai jamais caché ma position sur l'éolien. Donc, de toute façon, on s'en remet à la sagesse du Parlement parce que on est dans un débat démocratique. On n'est pas. Donc, c'est eux qui décident in fine. Mais il est clair qu'il faut qu'on soit vigilant pour que les dispositifs d'encadrement soient mesurés et que ça ne freine pas, ça nous permet quand même d'atteindre des objectifs, c'est ça le sujet. Donc il faudra de toute façon que chaque année on fasse un point pour voir si on est sur la bonne pente sur le développement de l'éolien.